Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Il était attendu par un certain nombre d'entre vous. C'est le remplaçant de la gamme R, le remplaçant du R2S, voici le R3. Alors quels sont les 7 points essentiels à savoir sur ce drone? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Vérifiez que vous êtes bien abonné et tout de suite, générique. Le premier point important pour cet appareil, c'est son gabarit. Tout l'intérêt de la gamme R, c'est de faire un compromis entre la compacité de l'appareil et la qualité de la caméra. Et là, le R3, il a fait un peu de muscu entre les deux générations, vu qu'il a pris en volume, en poids, en dimension. Il ressemble plus maintenant à un petit Mavic 3 qu'à un drone léger. Sur la balance, il passe de 595 grammes à 720 grammes. Et c'est principalement dû à sa batterie qui, à elle seule, prend 66 grammes. C'est donc un drone qui sera forcément un tout petit peu moins compact que les générations précédentes, mais on va voir qu'il apporte son lot de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, on a vraiment dans la gamme le Mini 3 et le Mini 3 Pro qui sont vraiment des drones transportables très compacts, et maintenant la gamme R qui devient un peu plus imposante. Le deuxième point le plus important, ce sont les fonctionnalités. Et là, on a le droit à un vrai festival. Le R3 nous propose tout d'abord une focale grand angle classique, mais également un zoom x3, un équivalent 70 mm, un peu comme le Mavic 3 Pro. En bonus, sa nacelle permet de monter jusqu'à 60 degrés, ça permet de photographier très haut vers le ciel. Ça élargit les possibilités de plans en contre-plongée, mais aussi ça permettra de faire de meilleures photos 360 avec plus de détails dans le ciel, avec moins de zones qui est floutée. Toujours dans les fonctionnalités, la très bonne nouvelle, c'est que tous les modes de prise de vue qu'on a l'habitude d'avoir sont disponibles sur les deux caméras. Photo en 48 mégapixels, vidéo en 4K, disponible jusqu'à 50 images secondes, les quickshots, les master shots, les hyperlapses, le panorama, le mode nuit, bref, tout ce que vous avez l'habitude d'avoir sur la gamme DJI. Donc là, on a le package total fonctionnel avec les deux focales. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'on a le droit à un nouveau mode vertical, mais sans retourner la nacelle comme le Mini 3 Pro. C'est le format pour faire des vidéos verticales sur les réseaux sociaux en format 9/16e. Le drone pourra tourner dans ce format jusqu'en 2,7K. C'est globalement suffisant pour ce type de publication. Pour terminer dans les fonctionnalités, on a le droit également à du ralenti à 100 images secondes en 4K, 200 images secondes en HD, mais la qualité des ralentis qui est proposée reste anecdotique. Alors, est-ce que c'est le drone parfait pour les prises de vue? Parce que vraiment, là, on a toutes les fonctionnalités qu'on attendait sur ce type de drone. C'est ce qui nous mène au troisième point, la qualité vidéo. Et pour arriver à intégrer toutes ces fonctionnalités dans un petit gabarit comme ça, DJI a forcément dû faire des compromis. Et le compromis qui fait toute la différence, c'est dans la taille des capteurs utilisés. Vous connaissez à connaître la chanson, le facteur principal qui fait qu'on a une bonne qualité d'image, c'est la taille du capteur d'une caméra. Et de manière très surprenante, là on avait un capteur 1 pouce sur le R2S, on se retrouve avec un capteur 1 sur 1,3 pouces sur le R3. C'est le même capteur qu'on a pu retrouver par exemple sur le Mini 3 Pro, qui peut à la fois prendre par exemple des photos en 12 mégapixels et en 48 mégapixels. C'est ce qu'on retrouve aussi sur pas mal de smartphones aujourd'hui. Et pour arriver à multiplier comme ça le nombre de pixels, il faut faire appel à ce qu'on appelle le pixel binding. Le pixel binding, c'est en gros une réorganisation un petit peu différente des pixels sur le capteur. L'ordre des couleurs n'est en fait pas le même, ce qui permet de faire du faux 48 mégapixels. Et je pense que le choix de ce type de capteur a été fait pour justement proposer toutes les fonctionnalités qu'on a vues précédemment. Comme vous pouvez le voir sur la radiocommande, la vraie zone de captation en photo et vidéo est en fait une zone carrée. Dans cette zone, le drone va recadrer numériquement pour pouvoir proposer à la fois du 16/9e ou du 9/16e. Et le souci, c'est que même si ces types de capteurs en pixel binding s'améliorent au fur et à mesure du temps, il y a quand même des limites physiques. Et finalement, c'est la qualité vidéo qui s'en ressent. Donc mon ressenti, c'est que globalement, on a des images qui sont moins précises. Sur les détails, comme par exemple lorsqu'on est en train de filmer des reflets d'eau, lorsqu'on est en train de filmer des feuilles d'arbres, on sent qu'il y a cette fausse netteté exagérée avec des petits artefacts qui finalement fait qu'on retrouve plus la qualité d'un Mini 3 Pro que la qualité d'un vrai capteur 1 pouce comme on peut l'avoir sur le R2S ou sur le Mavic 2 Pro par exemple. Vous pouvez apercevoir par exemple des petites aberrations chromatiques, c'est-à-dire ces reflets rosés, alors qu'on trouve de moins en moins souvent sur ce type de technologie, mais qui apparaissent ponctuellement sur ce type d'image. Et dû à la taille du capteur, on perd également en plage dynamique. Pour rappel, la plage dynamique, c'est la capacité d'afficher à la fois du très sombre et du très clair au même moment sur une image. Et du coup, pour filmer les images que vous voyez à l'écran, j'ai dû quasiment tout le temps filmer en sous-exposition à -1. Sinon, les pixels les plus éclairés sur l'image
l'image était complètement cramée. Du coup, il va falloir jouer un peu plus sur les paramètres lorsqu'on est en train de tourner et peut-être aussi sur le montage, sur l'étalonnage de la vidéo pour arriver à retrouver une image qui soit correctement éclairée sans qu'il y ait des zones qui soient complètement cramées. Ces objectifs n'ont également pas d'ouverture variable, donc du coup, les filtres ND, comme par exemple ceux qui sont fournis avec le Flymore Combo, vont vite devenir indispensables si vous voulez respecter un shutter qui soit à peu près correct pour avoir un flou de mouvement qui soit naturel. On notera au passage que maintenant, les fixations des filtres ND sont plutôt bien réalisées chez DJI. C'est beaucoup plus pratique à mettre et à enlever qu'avant. Au niveau de cette nouvelle focale x3, c'est une focale que j'adore. Je peux quasiment plus m'en passer sur mon Mavic 3 Pro et je suis très heureux de le retrouver sur un appareil plus compact. Alors même si les deux focales ont le même capteur, la focale x3 ferme un peu plus que le grand angle, à 2.8 au lieu de 1.7, et je trouve que ça se ressent parfois un petit peu sur la qualité d'image. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir passer d'un grand angle à un zoom x3 comme ça à la volée sur certains plans, ça présente plein d'avantages. Les perspectives sont pas les mêmes, ça fait plus cinématique, entre guillemets, et ça permet aussi de pouvoir filmer des endroits en cadrant bien, même en étant pas près des obstacles. Je vous refais pas le topo, c'est plus pratique pour le survol de personnes, pour voler au même endroit, avoir plusieurs valeurs de plan, etc. Donc au final, c'est une très bonne chose, ces deux capteurs avec cette différence de zoom, mais on est limité par la taille de ces capteurs. Je passe rapidement sur la photo. Alors le 48 mégapixels est typique de ce qu'on peut voir sur un capteur avec du pixel binding. Si on compare le 12 mégapixels et le 48 mégapixels, on peut retrouver un peu plus de détails, mais c'est du détail qui est parfois artificiel et la photo en général bruite beaucoup plus. Globalement, c'est pas le R3 qu'on prendra pour faire de la photo. On va préférer un vrai capteur 20 mégapixels comme pouvait le proposer le R2S ou comme le propose le Mavic 3 par exemple. Et d'ailleurs, si pour le fun, on le compare au Mavic 3, alors je sais, c'est pas la même gamme de tarifs, c'est pas non plus les mêmes capteurs, mais ça permet de se rendre compte un petit peu. Sur la focale grand angle, le R3 bruite plus, il y a moins de détails, il y a toujours le logiciel qui essaie d'exagérer la netteté pour combler la différence et ça se ressent. Là, il y a vraiment un gap en termes de qualité entre les deux capteurs. Mais sur le zoom x3, c'est surprenant. On a quasiment la même qualité et on n'a pas vraiment réussi à départager ces images. Donc en conclusion, s'il y a une grosse différence entre un Mavic 3 et un R3 sur le grand angle, parce que forcément avec un capteur 4 tiers, ça fait une qualité d'image beaucoup plus impressionnante, et bien sur le x3, c'est kiff kiff. Globalement, si on ferme ce gros point sur la qualité d'image, ça sera un bon appareil pour le loisir, mais on peut vite être limité si on utilise ça pour faire de la belle image. Et sur la focale grand angle, en termes de qualité, il y a vraiment une grosse différence entre un Mavic 3 et un R3. Le quatrième point qui est important sur ce drone, c'est tout ce qui est captation d'obstacles. Le R3 reprend les capteurs d'obstacles du Mavic 3 qui permettent une vision 360 de son environnement. Et ça, c'est une super évolution pour un drone si léger. C'est le premier drone en termes de poids qui a des capteurs d'obstacles à 360 dans la gamme de chez DJI. Mais alors, est-ce que ça fonctionne bien? Pour ça, il n'y a qu'à tester. Allez, là c'est toujours le moment que je redoute un petit peu, étant donné qu'on nous envoie du matériel avec des capteurs d'obstacles, il faut qu'on teste les capteurs d'obstacles pour être sûr qu'ils fonctionnent bien. Et oui, on va jusqu'au bout du test. Donc là on est dans des bonnes conditions, il n'y a pas de branches fines, le soleil est haut, on est dans des conditions idéales pour que le capteur d'obstacles fonctionne correctement. Mais bon, ça, c'est en théorie. Un dernier mot avant de passer au casse-pipe? Allez, tu vas bien t'en sortir. J'ai foi en toi. Allez, premier test, on va faire ça avec la grande focale. On va mettre un active track. Derrière moi, c'est nickel. Donc là, il recule un petit peu pour que je sois un peu plus dans le cadre. Ok, ça me va. Allez, suis-moi. Montre-moi ce que t'as dans la bidoche. La 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 la. La 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 la. Oups, là, il y a un petit interstice, là, ça va être marrant. On va voir si ça passe. Ah non. Ah non, il a pas kiffé. Aïe aïe aïe, c'est un échec. Il ne veut plus avancer, il monte un petit peu. Allez, tu peux le faire. Il y a tellement rien comme espace. Tu peux y arriver. Oh, comme il hésite. Ah, il a pas envie, hein. Ah, il a pas envie de passer, hein. Allez, on va l'aider un tout petit peu. On va lui faire prendre un petit peu d'altitude pour qu'il puisse monter. Voilà. Là, t'auras la place, mon gars. Allez, viens. Ah, quand même, hein, t'es resté bloqué, hein, t'as pas osé. Dans l'ensemble, cet Active Track se comporte comme ce qu'on a pu voir sur les autres drones de la gamme avec des capteurs 360. Il arrive à nous retrouver lorsqu'on le perd de vue, et il propose un suivi sans trop d'à-coups. Cependant, il faudra prendre conscience de ses limites, on n'est pas encore prêt de faire une descente en VTT dans la forêt par exemple. Ça sera donc un bon compagnon pour le suivi, sans être un système infaillible pour faire des prises de vue lorsqu'on est seul. Bon dans l'ensemble passable, il a rien touché, déjà c'est le plus important, mais il a quand même bloqué face à certains obstacles, je pense
pense qu'il aurait pu les éviter quand même. On mettra un 6-7 sur 10. Allez, maintenant on va tester avec la longue focale. Donc normalement ça devrait être un peu plus compliqué de faire de l'active track, tout simplement parce que le drone est plus loin. Allez, c'est parti. Pendant que vous voyez ces extraits vidéo, sachez que ce drone a une autonomie monstre. On a constaté environ 40 minutes et c'est super confortable. Et c'est normal vu que la batterie qui est dans cet appareil est plus imposante et présente plus 24% en termes de capacité par rapport à l'ancienne génération. Ça fait des batteries plus grosses, mais aussi un chargeur multiple qui est plus imposant. Et là, on n'est plus tout à fait sur un chargeur qui est facilement transportable. On n'est plus sur le gabarit du Mavic 3. Mais en tout cas, on apprécie ce surplus d'autonomie. Il m'a perdu, mais ça m'est plutôt bien sorti. Allez, on va lui donner un bon 7,5 pour la focale longue. La quatrième chose à savoir, c'est que c'est un drone qui vole bien. Et mine de rien, c'est important. Il est à la fois stable, réactif, assez nerveux, tout en restant fluide. Il reprend pas les défauts du Mavic 3 qui bougeait un petit peu bizarrement, qu'on lui demandait de faire une trajectoire en particulier. Et en même temps, il garde toute sa vitesse. On sent qu'il est plus léger et du coup, il est plus agile. Bref, au niveau du comportement en vol, c'est une vraie réussite. Et regardez ça. Ça a été fait à vitesse réelle. C'est possible grâce au fait qu'il est possible d'avoir l'active track en mode sport et du coup on va pas se mentir, c'est très amusant. Sixième point important pour ce drone, tout ce qui est réglementation. Grâce à son poids sous les 900 grammes, il est normé C1. Il est donc utilisable en catégorie ouverte, en sous-catégorie A1, qui est accessible après avoir enregistré son exploitation et après avoir passé une formation en ligne. C'est important parce que c'est le seul drone actuellement sous les 900 grammes à avoir une focale x3. Le Mavic 3 Pro par exemple pèse plus de 900 grammes et du coup n'est utilisable qu'en sous-catégorie A2, qui nécessite de passer un examen complémentaire auprès de la DGAC. Alors, pas le vrai examen, c'est ATT. Mais c'est tout de suite beaucoup plus contraignant pour les gens qui voudraient l'utiliser en loisir. Ce qui, pour le Mavic 3 Pro, de fait, leur rend utilisable uniquement par les professionnels. Lui, il va pouvoir être utilisé dans les catégories ouvertes sans passer d'examen complémentaire. Qui plus est, d'après ce que je vois passer en ce moment en rumeur, il va bientôt y avoir un changement réglementaire qui le rendra certainement beaucoup plus intéressant grâce au fait qu'il soit sous les 900 grammes. C'est un changement réglementaire qui va bientôt arriver et qui fera peut-être que ce R3 sera un best-seller en France. Mais ça, on en parle bientôt. Et évidemment, abonnez-vous pour pas louper la vidéo. Septième point important à savoir sur ce drone, la nouvelle radiocommande, la DJI RC2. Ce format hyper léger avec écran intégré, on l'adore. Mais la DJI RC première génération avait deux défauts. J'ai eu quelques fois en termes de réception où j'avais un doute sur le fait que les antennes qui soient à l'intérieur de la radiocommande ne dégradent pas la réception radio. Et DJI est revenu avec cette nouvelle radiocommande avec deux petites antennes. Et je pense que c'est pas pour rien. Mine de rien, juste ces deux petites extensions, je pense que ça doit améliorer la portée. Et la deuxième différence, c'est que je trouvais que la DJI RC première génération était lente. Lorsque j'étais en train de filmer, c'était une horreur pour passer de la vue galerie à la vue caméra, ça mettait une plombe. Et lorsqu'on est en train de voler, on a envie de gagner du temps. Je pense qu'ils ont changé le calculateur à l'intérieur de la radiocommande, vu que regardez, si on fait la comparaison entre les deux modèles, je trouve qu'elle arrive à s'en sortir mieux, elle est plus rapide, à la fois pour accéder au rush, mais aussi pour revenir sur la vue caméra. Et j'ai pas ressenti ce sentiment de frustration que j'avais avec la première génération. C'est également la première radiocommande à adopter OcuSync 4. Alors très franchement, OcuSync 3 était déjà très performant et j'en étais déjà très satisfait. J'étais rarement piégé par la portée et par la qualité du retour sur la radiocommande. Mais la DJI annonce une portée jusqu'à 20 km en FCC et jusqu'à 10 km en norme européenne. C'est donc une amélioration louable et j'aime de plus en plus ce tout petit gabarit. Alors combien est-ce que ça coûte tout ça? Niveau tarif, pas de surprise, c'est un appareil entre le Mini 3 Pro et le Mavic 3 Pro, il est donc logiquement en milieu de gamme. Ça fera quand même un bon budget pour du loisir, mais avec ce qu'il apporte en plus du Mini 3 Pro, il pourrait faire passer le pas à ceux qui veulent un peu plus de performance en vol. Passons maintenant à la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce R3? Et bien pour résumer, ce drone est un excellent drone de loisir, c'est un couteau suisse très complet. Je le comparerais plutôt à un Mini 3 Pro survitaminé que à un Mavic 3 qu'on aurait miniaturisé. Il y a eu de nombreuses améliorations et de fonctionnalités ajoutées par rapport à la précédente génération et il est très plaisant à piloter. On commence à ressentir une vraie maturité de DJI sur l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes sur leurs produits et on arrive à une vraie fin de cycle par rapport à DJI Fly qui marche bien maintenant. Mais comme tous les couteaux suisses, il ne remplacera jamais un vrai outil. Et pour les pilotes les plus exigeants, il faudra plutôt aller voir son grand frère pour plus de qualité vidéo. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut!